Sans surprise, les conséquences sur la santé sont très lourdes. Ce sont 95% des victimes qui estiment que les violences ont eu un impact réel sur leur santé mentale. Donc c'est assez important, très important. Donc ça c'est ce que nous savions, mais ça apparaît d'autant plus... Alors, on sait que ces conséquences sur la santé mentale vont être encore plus importantes si la victime est jeune. Et plus les violences ont commencé tôt, plus la victime est jeune, plus il s'agit de situations d'inceste. Et s'il s'agit de viol avec pénétration, des violences sexuelles avec pénétration, à ce moment-là, les conséquences seront encore plus lourdes. Et on sait maintenant, grâce à plein d'études prospectives aussi, qu'avoir subi des violences sexuelles d'autant plus jeunes vont avoir un impact à moyen et à long terme très lourd pour les personnes. Et voire 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans après, 60 ans après, jusqu'à la fin possible de leur vie, s'il n'y a pas de soins et de prise en charge. C'est à chaque fois si. Et là, on va le voir à quel point pour les victimes, ça a été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une bataille de tous les jours pour arriver à être soignées. Parce que les victimes, elles pensent que le recours, c'est les médecins. Elles le pensent. Ça, je veux dire que là, vraiment beaucoup de victimes savent bien qu'il y a un impact sur leur santé. Mais à chaque fois, elles se retrouvent face à une situation où la plupart des médecins ou des professionnels de la santé ne vont pas faire de lien, ne vont pas poser de questions. On va y revenir tout au long de la journée sur la nécessité de poser une question systématique pour rechercher des violences, et particulièrement des violences sexuelles, à partir du moment où c'est un déterminant principal de la santé. Donc c'est tout ça aussi qui du coup, va rendre pour les victimes les choses très très difficiles pour être prises en compte. Il y a 64% qui ont estimé que c'est à propos de la souffrance mentale, qui peut être vraiment très très importante à plein de moments, qui peut revenir. Alors, ce qui est sûr, c'est que les conséquences sur la santé mentale sont, ceux qui m'ont déjà entendu, je l'ai déjà expliqué et réexpliqué, mais ce sont des conséquences qui ne sont pas uniquement psychologiques, elles sont aussi neurobiologiques. C'est des conséquences qui vont atteindre des structures neurologiques, qui vont atteindre des circuits émotionnels et de la mémoire, et qui vont être à l'origine du fait, d'une situation extrême, avec un stress extrême qui peut avoir un impact sur la vie. C'est en fait ce stress extrême qui ne peut pas être contrôlé par le cerveau du fait d'une sidération qui est produite par l'agresseur et par les violences qui sont subies, va entraîner un risque vital, et ce risque vital va aussi être à l'origine d'un mécanisme de survie qui est exceptionnel, qui va entraîner une disjonction au niveau du cerveau avec la sécrétion entre autres d'un cocktail morphine-kétamine, et qui va entraîner à la fois dans le cadre de cette disjonction une dissociation traumatique, c'est une déconnexion émotionnelle pour éteindre en fait le stress, mais aussi une disjonction aussi au niveau de l'encodage de la mémoire avec la mise en place d'une mémoire traumatique. Alors simplement là on voit sur les diapos que c'est cette petite structure-là qui s'appelle l'amygdale cérébrale qui est à l'origine de la réponse émotionnelle, et c'est elle qu'il va falloir essayer, le cerveau essaie d'éviter qu'elle continue à produire des hormones de stress, adrénaline et cortisol, qui ont un effet hyper délétère et qui présentent un risque vital. Et du coup,
cette mémoire qui est vraiment au cœur des conséquences psychotraumatiques des victimes de violences sexuelles. Entre autres, je rappelle que les violences sexuelles sont celles qui vont entraîner le plus de troubles psychotraumatiques de toutes les violences, avec des chiffres qui peuvent aller jusqu'à 80% pour les adultes, mais qui peuvent aller autour de 100% pour les enfants. Donc, avoir des conséquences psychotraumatiques n'est pas lié, ça c'est aussi un élément très important à rappeler, c'est pas lié à la victime, c'est lié aux violences et c'est normal. C'est une conséquence normale de violence. Mais c'est une conséquence qui va avoir un impact très lourd sur la santé. Un peu comme il peut être normal, si on vous donne des grands coups de barre de fer pendant un certain temps sur une jambe, c'est normal qu'elle finisse par se fracturer. Voilà. Sauf que les victimes, on va leur dire de continuer à marcher et on ne va pas du tout prendre en compte la fracture et on ne va pas la traiter. Et on va en plus leur reprocher de ne pas être capable d'avancer. Voilà, c'est un petit peu le problème. Et comme pour cet exemple, le problème, ça ne va pas être de trouver un médicament miracle pour réparer la fracture, ça n'existe pas. Ça va être de pouvoir réduire cette fracture. Et la réduction, c'est aussi la protection des victimes et tout le travail, on va le voir, pour traiter cette mémoire traumatique. Et puis, comme pour une fracture, ce qui peut être nécessaire, ça peut être des antalgiques. Mais les antalgiques, ils n'ont jamais réparé une fracture. Et ils peuvent être dangereux si on ne répare pas la fracture et qu'on donne de la morphine à haute dose à quelqu'un. Il va continuer à marcher et il va aggraver effectivement ses lésions. C'est exactement ce qui peut se passer. Et c'est souvent ce qui se passe, que les victimes vont se retrouver confrontées à une situation où on va essayer de faire taire leur souffrance, en quelque sorte, d'anesthésier leur souffrance. Et c'est vraiment, malheureusement, ce qui est proposé la plupart du temps aux victimes, avec parfois même une telle anesthésie au niveau de la souffrance et au niveau des émotions, que les victimes se retrouvent un peu là totalement dépossédées d'elles-mêmes, un peu sur un mode automatique. Cette mémoire traumatique, ça c'est vraiment essentiel à comprendre, c'est une mémoire qui ne va pas être encodée, qui ne va pas être traitée au niveau de l'hippocampe, parce que justement il y a cette disjonction, et qui va faire revivre à l'identique les mêmes situations qui ont été vécues au moment des violences, avec un envahissement psychique. Et ça va être une véritable machine à remonter le temps, où en fait, même si on ne subit plus de violence, on va se retrouver à les revivre avec la même détresse, la même douleur, les mêmes sensations corporelles, les mêmes sensations sensorielles. On va réentendre les phrases assassines de l'agresseur, on va revivre son mépris, sa violence, sa volonté de détruire, sa culpabilisation, tout ça, ça va revenir et ça va envahir la personne. Et si les personnes, on va voir à quel point l'information, et Geneviève Garrigos nous en a parlé tout à l'heure, à quel point elle est essentielle. Déjà de savoir que ces conséquences psychotraumatiques, elles sont normales. Elles ne sont pas liées à la victime, elles ne sont pas liées à son incapacité de passer à autre chose, etc. Elles sont tout à fait logiques et cohérentes par rapport à ce qui a été subi. Ça, c'est un point important. Et puis, c'est essentiel que les victimes sachent ce qu'elles vivent, qu'on puisse les informer sur ce qu'est une mémoire traumatique, ce que sont des dissociations traumatiques, de tous les éléments et toutes les conséquences et tous les mécanismes, pour qu'elles comprennent ce qui leur arrive et qu'elles ne se retrouvent pas continuellement à se demander si ce n'est pas elles qui dysfonctionnent, si ce n'est pas elles qui sont folles, si ce n'est pas elles qui sont incapables, si elles ne sont pas des monstres, parce que la mémoire traumatique, elle fait revivre tout. En fait, quand une mémoire n'a pas été encodée, c'est une sorte de magma qui contient tout. Donc ça contient à la fois les sensations, ça contient ce qui a été ressenti, mais ça contient aussi l'agresseur, ce qu'il a fait, sa stratégie, ça contient les violences, et du coup ça peut se réexprimer. Et du coup les victimes peuvent avoir l'impression qu'elles peuvent même être des monstres, parce que de temps en temps c'est l'agresseur qui revient, qui réenvahit, et qui se met à hurler dans leur tête, qui se met à être dans une haine effroyable contre elle-même, comme si c'était elle qui se haïssait, mais non, elle ne se haïsse pas, c'est l'agresseur en elle qui de nouveau remet sa mise en scène en marche par l'intermédiaire de cette mémoire traumatique. Donc c'est essentiel. Et cette mémoire traumatique, c'est elle qui va faire que pendant des années, des dizaines d'années, il va y avoir un stress extrême qui va remonter. Et on va voir le stress extrême, ça a des conséquences très lourdes sur la santé, pas seulement mentale, mais aussi sur la santé physique.
Donc ce stress très important et cette en fait, torture que peut être la mémoire traumatique qui est revécue continuellement au moindre lien, à la moindre sensation qui rappelle les violences, ça réenvahit la victime, ça réenvahit son psychisme. Très rapidement, les personnes vont mettre en place des mécanismes, des stratégies de survie. Si on ne les prend pas en charge, si on ne traite pas cette mémoire traumatique qui, si on la traite dans les 12 à 24 heures, peut s'intégrer en mémoire autobiographique, c'est-à-dire une mémoire où on n'est plus colonisé par les violences et on ne les revit pas à l'identique, si on ne le fait pas le plus rapidement possible, elle se met en place. Mais ce qui est très important aussi à savoir, c'est qu'on va pouvoir la traiter à tout le moment de la vie. C'est beaucoup mieux de la traiter le plus tôt possible parce que ça évite une souffrance très importante, mais ça se traite. Et les atteintes neurologiques et corticales que les victimes ont, eh bien, elles se réparent. C'est exactement comme un tissu osseux a une capacité de réparation, d'ostéogénèse. En fait, le tissu neurologique a une capacité de respiration. Ça s'appelle la neurogénèse. Il suffit de pouvoir faire en sorte que ça se mette en place et que ça se répare tout seul. Donc ça, c'est jouable, d'où l'importance extrême de ne pas laisser les victimes à devoir mettre en place des stratégies pour se traiter, un peu comme si on laissait aussi les personnes qui ont des fractures, à elles de se traiter toutes seules, à elles de réduire leurs fractures, à elles de se débrouiller en plus pour n'embêter personne autour, hein, parce que je veux dire, sinon ça va être pénible. Donc ces conséquences vont entraîner des stratégies de survie qui sont de deux types, je vais rapidement vous les rappeler, qui sont les conduites d'évitement. On évite toute situation qui peut rappeler les violences. C'est pour ça aussi que parler de ce qui a été subi, y penser, peut être vraiment très très difficile. Mais ça peut aller loin pour un enfant qui a subi des violences sexuelles dans l'enfance. C'est puisqu'il ne faut plus y penser et que tout est susceptible de lui rappeler les violences, surtout si les violences ont eu lieu dans son univers, dans son monde, qui est la famille, il ne faut plus du tout penser. Et vous savez comment on les étiquette, ces enfants qui ne pensent plus du tout? Soit on peut considérer qu'ils sont autistes, soit on peut considérer qu'ils sont déficients mentaux. Mais non, simplement, ils sont obligés de tout faire taire. Ça peut être aussi des conduites de contrôle. Alors les conduites d'évitement, ça peut être aussi des phobies, des troubles obsessionnels, des conduites de contrôle, un sentiment de danger permanent, donc il faut être tout le temps en hypervigilance, en éveil, c'est épuisant, on ne peut pas dormir, on va éviter toute situation qui rappelle. Donc c'est vraiment déjà en soi terrible. Mais ce n'est pas suffisant, dans la vie on vous demande d'avancer, coûte que coûte, il faut que vous avanciez. Et pour avancer, c'est un peu comme si on demandait à quelqu'un d'avancer sur un terrain miné. Il ne peut le faire que s'il est complètement déconnecté, s'il est dissocié, s'il est anesthésié. Et la deuxième stratégie, ça va être de s'anesthésier. Et comment on s'anesthésie ? En fait, on s'anesthésie soit avec de la drogue, soit avec de l'alcool, et on va voir que c'est une victime sur deux des répondantes qui disent avoir eu des conduites addictives. Mais ça peut être aussi des mises en danger, et ça peut être aussi des conduites d'automutilation, des conduites de violence exercée contre soi. Geneviève Garrigos aussi nous en parlait, de ces choses qui montent comme ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une sorte de nécessité d'être en situation de stress extrême pour pouvoir de nouveau disjoncter, cette disjonction de départ, pour que une anesthésie émotionnelle se mette en place. Hein, le point de départ, c'est vraiment un stress extrême qui du coup déclenche une disjonction et une anesthésie émotionnelle.